Amorim devrait quitter le Sporting cet été en étant de nouveau champion. Pour l'instant, son Sporting mène la danse dans un championnat plutôt intéressant. Les hommes de Ruben font une saison vraiment incroyable, notamment Gyökeres, dont j'ai parlé dans cette vidéo, et ce titre viendrait mettre un terme à une belle histoire entre un club qui a fait un énorme pari en pleine saison Covid et un coach qui n'avait même pas ses diplômes quand il est arrivé sur le banc du Sporting. Personnellement, je trouve ça magnifique, une séparation parfaite, mais qui ne ravirait pas tout le monde. Dans l'ombre, un autre club de Lisbonne prépare un coup d'état, un champion qui espère garder son trône, un rival qui veut faire chuter le géant, et surtout, un coach qui joue gros d'ici la fin de saison, et dont la perte de la couronne pourrait aussi signifier la perte de son poste. Benfica est le champion en titre. Et si Roger Schmidt a convaincu tous les observateurs avec sa première saison, sa seconde est pas loin d'être assez mauvaise pour effacer tout le bien qu'il a produit. Alors pourquoi Benfica n'arrive pas à performer cette saison? Pourquoi l'OM peut croire en ses chances de qualification en Europa League? C'est ce que l'on va voir dans cette nouvelle vidéo, que dis-je, cette nouvelle masterclass de ton youtubeur préféré, qui espère que son club ne va pas se faire défoncer ce soir. Si ma première vidéo sur cette chaîne était sur Florentino Luis, ce n'est pas seulement parce que ses performances individuelles m'ont bluffé, c'est surtout parce qu'il était un pilier de cette fameuse génération 98. Cette équipe dont les membres sont aujourd'hui disséminés un peu partout en Europe, dont beaucoup ont échoué à retranscrire cette domination avec les pros, mais dont les quelques réussites sont en train de déblouir l'Europe. Parmi ces joueurs, il y a évidemment Florentino Luis, un milieu de terrain défensif qui faisait partie des plus grands prospects d'Europe. Quand j'avais fait ma vidéo, il était titulaire, le PSG suivait le joueur, mais depuis son parcours a été semé d'embûches. Avec la révolution menée par Jorge Jesus, sa place a été remise en cause. Il a subi 2 prêts forcés dans le club où il n'a pas su s'intégrer totalement, 2 prêts avec des hauts et des bas qui l'ont forgé mentalement et qui n'ont pas affaibli ses qualités de footballeur. Au contraire. Si de base les gens en parlaient comme d'un mélange entre Pogba et Kanté, personnellement j'ai plus envie de mettre simplement en avant les qualités de récupération dans l'analyse de jeu adverse, son positionnement, sa capacité à gagner des duels défensifs et son jeu simple mais très efficace. Un joueur constant qui n'éblouit pas totalement quand on regarde un match, mais dont on comprend l'impact quand il ne joue pas. Jorge Jesus a donc fait le choix de se passer de lui dans une période plutôt sombre pour le club. Il a décidé de se séparer d'une pièce importante et cette décision explique pourquoi d'un point de vue personnel, je déteste ce coach. 2 ans plus tard, l'ère Jorge Jesus, c'est dur à dire, entouré de problèmes et terminé, Benfica commence un nouveau cycle sous une nouvelle direction et un nouveau coach, Roger Schmidt, qui rebat toutes les cartes au sein d'un groupe qui a connu un tremblement de terre qui n'a plu à personne. Outre le départ de Nunez, un ménage est fait dans l'effectif, des places se libèrent et Florentino se voit offrir une chance de retrouver sa place avec une nouvelle recrue. Enzo Fernandez sera son compère dans un milieu qui s'annonce prometteur. Très vite, la dynamique se met en marche et les 2 promesses du début de saison se transforment en une confirmation. Avec ce milieu, l'équipe est forte, très forte, elle est même plus que ça, puisque pour la phase de poule de Ligue des Champions, dans une poule compliquée, Benfica ne perd aucun match, mais encore, avec les 2 contre la Juventus, les Portugais font un 6/6. Et cela permet au club de finir premier dans une poule avec la Juventus de Turin et le PSG. Tout le monde parle de Benfica. Tout le monde met en lumière le travail de Schmidt, le mercato réussi, la réintégration de Florentino Luis et la concurrence au milieu avec un Hornes qui lui aussi s'avère être une réussite. Tout fonctionne. Tout va dans le bon sens, mais évidemment, quand les choses vont dans le bon sens, bizarrement, ça ne dure pas. Et Benfica connaît un vrai coup dur dès la fin de la première partie de saison. Le club lisboète a un modèle économique basé sur la vente des joueurs les plus prometteurs. Ça, tout le monde le sait. Beaucoup s'en plaignent, mais lorsque c'est bien fait, tu peux en sortir grandi. Un peu comme la vente de Nunez qui permet d'aller chercher un milieu en Argentine pour un montant assez gros. Mais je ne pense pas que malgré tous les changements, toutes les ventes qu'il y a eu depuis des années, beaucoup s'attendaient à l'hiver 2022. Après une première partie de saison réussie, après une Coupe du Monde où les Argentins en sont sortis vainqueurs, Benfica doit gérer la nouvelle popularité de son meilleur joueur, Enzo Fernandez. Auteur d'une première partie de saison impressionnante, élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, sa cote a explosé. Et très vite, des clubs viennent lui faire la cour. Rui Costa et Roger Schmidt, soucieux de garder leur meilleur joueur, feront tout pour qu'il reste, mais trop tard. À l'image d'un James Rodriguez, Enzo veut profiter de sa nouvelle popularité pour passer un cap directement. Une opportunité se présente. Chelsea, un club capable de lever la clause libératoire et qui joue les premiers rôles en première ligue, veut Enzo dès cet hiver. Et une danse assez désagréable pour tout le monde se met en place. Entre propositions de contrat indécentes, déclarations d'amour au club portugais et tentatives de déstabilisation pour forcer le transfert, les dirigeants de Benfica finiront par lâcher et Enzo deviendra l'une des plus grosses ventes de l'histoire du club, de l'histoire du championnat. L'équipe dont tout le monde voyait un potentiel digne de l'Ajax 2018 se voit forcé de vendre l'un des nouveaux piliers de l'équipe à seulement 6 mois après son arrivée. Un événement qui remet tout en cause et qui crée des doutes. Pourtant,
Pourtant, l'équipe continue sa marche vers l'avant, avec évidemment quelques embûches qui réduiront l'écart au classement, mais rien ne remettant objectivement la fin de saison en cause. Pour la première saison de Schmidt, Benfica finit quart de finaliste de Ligue des Champions, battu par l'Inter, mais surtout champion du Portugal. Un 38e titre qui ravit les supporters, qui permet à la direction de consolider ses choix et qui offre à Schmidt une bonne réputation dans un pays où Porto était en train de tout rafler. Une saison honorable avec évidemment quelques points noirs, mais qui laisse à présager de bonnes choses dans le futur. Des joueurs comme Chelderoup ne sont pas encore intégrés dans la rotation, des jeunes très prometteurs tapent à la porte assez fort, mais n'ont toujours pas de réponse malgré leur assistance. Mais pas grave, Roger a une saison d'expérience dans le contexte portugais et comprend donc comment tout fonctionne. L'optimisme est de mise avant le début des mouvements et très vite, cet optimisme commence à laisser place de nouveau au doute. Depuis quelque temps, les médias comparent un peu les mercatos de Benfica à des idées liées à Football Manager. Le cas Chelderoup par exemple a beaucoup fait de bruit à cause de ça et cet été, on aurait pu voir à nouveau un article de 5 lignes de SoFoot via le transfert de Milo Kerkez. Mais finalement, les éloges ne viendront pas. L'été s'annonçait compliqué puisqu'en plus du ménage habituel, Grimaldo, le latéral gauche titulaire, était sur le départ. Comme chaque année, une grosse vente a eu lieu avec le départ de Gonzalo Ramos, en prêt avec option d'achat au PSG, et quelques joueurs de rotation quitteront eux aussi le club. Le chantier est solide, mais tu sens que Benfica peut en sortir grandi. Des investissements sont faits. Au lieu d'aller chercher Kerkez, la direction convainc Jurasek et Bernat de succéder à Grimaldo. Cabral prendra la suite de Ramos et Kokshu, meilleur joueur de Redivisie, complète un milieu qui avait besoin d'un profil différent. Sur le papier, tout va dans le bon sens. Quelques craintes sont évidemment émises, mais le mercato semble assez solide pour encaisser les départs. Et deux bonnes nouvelles viennent compléter un tableau déjà plutôt intéressant. L'arrivée de Trubin est célébrée de manière excessive puisqu'il règle le problème dans les cages de Vlaco Dimos, et le retour de la légende Angel Di Maria apporte de l'expérience et une belle fin pour un joueur qui veut passer ses dernières années en tant que professionnel en Europe dans le club qu'il a accueilli. Avec tout ça, les départs sont oubliés, notamment celui de Grimaldo qui ne semble pas tant inquiéter que ça les supporters, en tout cas une bonne partie d'entre eux. Une page se tourne, mais tout semble aller dans le bon sens, avec une super coupe dès le début de la nouvelle saison, jusqu'à ce que malheureusement, les failles du système n'apparaissent. Si l'année d'avant, Benfica avait dominé son groupe en LDC, cette année, dans un groupe plus homogène et opposé à ceux qui les ont éliminés l'année d'avant, le club enchaîne les défaites et les humiliations. Le match contre la Sociedad est particulièrement humiliant. En moins de 45 minutes, les Espagnols d'Alguacil plieront le match et donneront une leçon de football à une équipe totalement incapable de sortir du piège de la Real. Une victoire à la dernière journée contre Salzbourg permettra de retrouver l'Europa League pour diminuer la catastrophe. Mais le mal est fait. Humiliés, les Portugais continuent de couler en passant difficilement Toulouse, 14e de Ligue 1, et les Rangers d'Écosse, dans deux doubles confrontations où la qualification ne se joue à rien, et où l'équipe ne semble pas capable de monter le niveau d'un cran. L'Europe met en lumière le pire de l'équipe, et si l'an passé, la première place en championnat et le trophée avaient caché la fin de saison sur le fil du rasoir, cette fois tu as perdu la première place face à un adversaire qui a l'air plus solide. Tu sors d'un massacre 5-0 contre Porto, et tu as sûrement déjà perdu ta place en coupe après avoir perdu l'aller contre le Sporting, le favori pour finir champion cette saison. Bon, ça c'est parce que j'avais écrit la vidéo avant que le match ait eu lieu, et évidemment qu'ils ont perdu la qualif. Pour sa deuxième saison, Schmidt est en train de ruiner son bon travail, et tout cela est facilement explicable quand tu regardes une simple chose, l'Allemand ne sait plus gérer son effectif. C'était prévisible, mais Benfica est moins complet cette saison. Avec les joueurs de complément partis, tu as moins de solutions, et ça paye cash. Aujourd'hui, des problèmes comme ceux avec les latéraux auraient pu être réglés par tes joueurs de rotation, mais c'est finalement un milieu titulaire qui joue latéral pour combler les trous. Or, on s'est sacrifié pour jouer latéral droit, latéral gauche, un poste où le titulaire et les blessures n'ont pas aidé. À gauche, tu fais face à un autre problème de Schmidt, son manque de confiance en certains joueurs. On l'a vu avec Chelderoup. Roger n'hésite pas à ne pas du tout faire jouer certains joueurs. Il ne les teste même pas. Il leur fait simplement comprendre qu'ils ne joueront pas cette saison. Et cette fois, il a recommencé avec des joueurs qui ont pourtant montré qu'ils pouvaient régler son plus gros problème. Actuellement, il n'a aucun latéral gauche performant, et au lieu d'offrir de la continuité à sa seule solution potable, il continue de bricoler. Une décision stupide qui est encore plus accentuée par son manque de turnover, de rotation et donc d'imprévisibilité. Son Benfica est fade, il est incapable de s'adapter. Les rares fois où il l'a fait, on a retrouvé la domination de l'an dernier, mais ce sont des moments qui ne sont pas reproduits. Aujourd'hui, l'équipe est faible, elle est fatiguée et elle se repose uniquement sur des coups d'éclat de Rafa, Neres ou Di Maria. Récemment par exemple, quand j'écris la vidéo, c'est Cabral qui a sonné la révolte. Mais c'est encore une fois la preuve que l'équipe se repose uniquement sur ses forces individuelles. Di Maria est évidemment toujours un top joueur, il est évidemment toujours une solution offensive intéressante, mais à force de compter sur lui, il est en train de devenir une parodie. Un joueur qui au lieu d'apporter le danger, apporte surtout des pertes de ballon dans des zones dangereuses, et qui affaiblit la structure défensive de l'équipe. Schmidt a perdu son mojo, il a perdu ses idées, sa gestion intéressante, mais reste un
homme borné, têtu, qui semble croire que son équipe, bien qu'ayant des problèmes, va dans la bonne direction. La situation est bizarre, les solutions sont là, mais le coach ne semble pas vouloir les tenter. Et étant donné que je ne suis pas dans le vestiaire, ni aux entraînements, je ne peux pas vraiment savoir pourquoi. Récemment, on a vu la sortie médiatique de Kokshu démontant la suggestion par son coach. Grâce à cette prise de parole, on a compris qu'il y a eu quelques problèmes dans la construction de l'effectif et les répercussions sont visibles. Tu te rappelles quand je parlais de Florentino Luis, celui qui t'apporte l'équilibre défensif dans une équipe qui en manque cruellement? Eh bien cette saison, il n'est plus aussi indiscutable. Très souvent on voit un Joao Mario en perte de vitesse à sa place et tous les problèmes de gestion viennent créer une interrogation sur le futur de Schmidt. Beaucoup pensent qu'un départ serait nécessaire. Les résultats, les sorties médiatiques et la pression populaire poussent pour appuyer cette décision radicale. Mais personnellement, je pense simplement que Rui Costa doit prendre son rôle à pleine main et convoquer son coach pour comprendre. Benfica est en train de passer une saison compliquée, mais rien n'est joué. Tu es toujours dans la course au titre, tu es toujours en lice en Europa League, tu as failli sauver ton match aller en coupe pour aller en finale, et cet espoir d'une saison réussie ne doit pas aller au clash avec la possibilité de garder Schmidt. L'Allemand doit simplement sortir de cette spirale négative, il doit comprendre que la situation n'est pas optimale pour lui, mais il doit faire au mieux. Tu as des solutions. Alvarez de Manchester United peut t'aider au poste de latéral gauche, Neres revient de blessure et semble prêt à porter sur le côté avec Gouveia, de l'autre côté, Rafa et Di Maria auraient besoin d'un peu de repos, donc la situation me semble facile à emboîter. Marcos Leonardo, que tu as fait venir cet hiver, est en train de montrer qu'il peut avoir un rôle en tant que titulaire en championnat, et les deux ailiers argentins sont à tester au vu du futur du club à ce poste. La situation n'est pas totalement catastrophique, le coach doit simplement se réveiller et prendre les choses en main avant de ruiner son bon travail. Maintenant ça c'était ma réflexion, mais si j'étais à la place de Rui Costa, en plus de tenter de relancer une dynamique pour cette fin de saison, je commencerai à préparer le futur sans le coach actuel. Je ne pense pas que je lui donnerai de la continuité, quand bien même il se réveille, puisque cet été tu vas sûrement perdre une pièce supplémentaire de ton jeu. Schmidt a montré ses limites, et à moins d'un réveil brutal, je sens que la fin de saison va en décevoir beaucoup, qui vont vouloir tourner la page au plus vite. Pour sauver sa peau, il lui faudra trouver une formule intéressante avec les joueurs à sa disposition, réussir à passer devant le Sporting d'Amorim avant la fin du championnat, ou tabasser à l'aller un Olympique de Marseille qui retombe dans ses travers, mais qui peut te piquer si Ismaïla Sarr et Klose branchent leur cerveau. Bon, heureusement pour toi, Klose est absent, mais tout ça semble idyllique, puisque tu dois faire tout ça en essayant de récupérer un vestiaire qu'il semble avoir perdu. Il a fait des erreurs, pour l'instant rien d'impardonnable, et tout se jouera en une dizaine de jours, donc il n'aura pas assez de temps pour se tromper à nouveau. Benfica joue gros, Schmidt joue gros, et très honnêtement, il y a une petite fenêtre où je vois Marseille réussir à passer devant. En tout cas, s'ils réussissent à garder le score nul sur le match aller. Depuis des années, Benfica a clairement un problème de mentalité chez ses joueurs, chez ses leaders, et aujourd'hui, tu en récoltes les fruits. Dans un moment crucial où l'équipe est en crise, c'est un jeune de 19 ans qui sonne la révolte, tes leaders sont sur le carreau, et c'est sacrément triste. Bref, voilà mon analyse sur le second meilleur club du Portugal cette saison, et très franchement, j'aurais préféré en parler avant, quand les choses allaient mieux. Et c'est ma faute, j'avais une vidéo, mais je ne l'ai pas postée. Voilà, ça arrive. La situation est sur le fil, et dès le premier match contre le Sporting, on saura si les choses iront mieux ou si le château de cartes va tomber. Bon, moi franchement j'ai vu le match et ça va être dur pour Marseille. Cette vidéo s'arrête là. J'ai bien évidemment évité un sujet majeur qui peut tout changer et j'en parlerai d'ici peu bien évidemment dans une seconde masterclass qui sortira si vous appuyez celle-là. Si vous aimez Benfica, je vous conseille ces deux chaînes qui m'ont beaucoup aidé dans la construction de cette vidéo puisque j'ai peu regardé l'équipe cette saison. Et on se retrouve après le match, face à l'OM, pour une nouvelle vidéo.